On est toujours ensemble sur France 24. Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin dans un instant avec Ziad Limam, directeur du mensuel Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Face à vous Gauthier Ribinski, chroniqueur international ici même à France 24. Enfin. Au sommaire aujourd'hui, des échanges confirmés entre la France et le Niger. L'armée française envisage le retrait d'une partie de ses soldats et équipements désormais inutilisés pour cause de coopération au point mort suite au coup d'État militaire à Niamey. L'Afrique appelle à de nouveaux financements, des taxes mondiales notamment pour assurer sa transition vers les énergies vertes, condition du rattrapage en termes de développement, sans nuire pour autant à la planète. C'est tout de suite, on va plus loin. C'est désormais une certitude, la France envisage bien de reconsidérer sa présence au Niger. Des discussions ont lieu avec des militaires nigériens en vue du redéploiement d'une partie des 1500 militaires français présents sur place. Une évolution confirmée par le gouvernement ici en France. Florence Gaillard. Sur la base aérienne de Niamey, des avions français cloués au sol et des soldats immobilisés. Depuis la chute du président Mohamed Bazoum le 26 juillet dernier, les militaires français sont tout simplement confinés dans leur base à Niamey, à Walam et à Ayoru, tout près de la frontière malienne. Paris envisage désormais le départ d'une partie de ses 1500 militaires déployés au Niger, et ce dès que toutes les conditions de sécurité seront réunies, comme l'annonce le porte-parole du gouvernement français. Sur la présence de nos troupes, il est important de rappeler qu'elles sont là à la demande des autorités du Niger pour les appuyer dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour mener des actions de formation. Aujourd'hui, cette mission ne peut plus être assurée puisque nous n'avons plus d'opérations menées conjointement avec les forces armées nigériennes. Je veux dire qu'il y a des échanges de coordination fonctionnelle qui existent localement entre militaires pour envisager le redéploiement des mouvements de moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste. Jusqu'ici, la France s'est montrée très ferme face à un régime militaire dont elle ne reconnaît pas la légitimité. Mais ce week-end, un des premiers ultimatums fixés par la junte à la France pour évacuer ses troupes est arrivé à échéance, alors que le sentiment anti-français grandit au Niger. Désormais, l'idée d'une réduction des troupes est envisagée tout en maintenant une force autonome, selon nos sources. Au plus fort de l'opération Barkhane, la France a déployé jusqu'à 5500 hommes dans cette zone minée par la pauvreté et le terrorisme. Le réalisme est-il en passe de s'imposer? Ziad Limam, la France n'a plus d'intérêt à rester au Niger, faute de pouvoir y mener la lutte anti-djihadiste? Oui, enfin moi ça me surprend pas beaucoup qu'il y ait cette évolution, en tous les cas sur le plan purement militaire, c'est-à-dire que même le président Macron a dit on n'a pas vocation, en gros, à défendre un pays qui ne veut pas qu'on le défende. Donc après, c'est pas très clair jusqu'à ce soir. Est-ce que c'est les moyens militaires, parce que c'est le mot qui a été utilisé. Alors, moyens militaires, c'est quoi exactement? Donc, on parle beaucoup des avions, je crois que c'est des Rafales ou des Mirages, peut-être des véhicules. Et vous savez aussi qu'il y a tout un débat un petit peu animé en France sur l'idée de est-ce que le rôle de la France est de défendre le Niger, le Burkina, le Mali, etc. Est-ce qu'il ne faut pas redéployer ces moyens ailleurs où on en a besoin? Donc ça me surprend qu'à moitié, comme me surprend qu'à moitié cette espèce d'effet on quitte sans quitter. C'est-à-dire on maintient une partie des troupes, on maintient une capacité d'opération, ça laisse une ombre, j'allais dire, ça met la pression sur la junte, ils font des ultimatums qu'on n'écoute pas vraiment. Donc voilà, donc on va voir dans les jours qui viennent ce qui va se passer, mais je pense quand même que globalement, le régime d'isolement et de sanctions de la junte au pouvoir est quand même en place. C'est pas cet aspect de retrait partiel, en partie matériel, pas matériel, qui va jouer un rôle déterminant dans la suite des opérations. Le vrai débat, mais qui viendra, c'est quelle posture stratégique la France va adopter au Sahel en n'ayant pratiquement plus de points opérationnel dans le Sahel lui-même. Alors, est-ce qu'il faut aller vers la côte? Est-ce qu'il faut aller vers le Tchad? Est-ce qu'il faut aller renforcer la présence dans les pays de la côte? Bon, ça, c'est un débat qui est probablement déjà en train de se faire dans les sphères du bâtiment, notre Pentagone parisien. Les considérer, en tout cas, ces militaires nigériens comme interlocuteurs désormais. Gauthier, est-ce reconnaître d'une certaine manière le fait accompli des putschistes et abandonner à son sort le président Bazoum?
c'est une tentative de s'en sortir sans perdre la face. Et le scénario le pire qu'on pouvait ou qu'on peut peut-être encore imaginer, c'est quoi? C'est que les emprises militaires françaises soient un peu comme l'ambassade de France à Niamey, soient encerclées, qu'il y ait des problèmes d'approvisionnement, qu'il y ait une sorte d'embargo, et qu'on se retrouve avec justement, la comparaison est peut-être pas formidable, mais en termes d'humiliation, c'est l'ambassade des États-Unis à Téhéran, où il y a cette question de savoir comment faire face à une humiliation. Bon. De l'autre côté, la junte se dit, puisque, et là je rejoins ce que disait Ziad, puisque nous lançons des ultimatums qui ne sont pas respectés, peut-être essayons justement de contourner la question, parce que là aussi, en termes de légitimité, on comprend bien que le discours anti-français, même s'il est loin d'être partagé par toute la population nigérienne, est une sorte de levier, un levier parmi d'autres, mais un levier. Et que si, précisément, ce discours perdure, mais qu'il n'a pas de traduction dans les faits, c'est quelque chose qui peut être gênant. Alors, abandonner, oui, l'ambassadeur à son sort. Enfin, surtout le président, parce que si on retire effectivement la présence française, ça veut dire il n'est pas question de retirer la présence française. Je trouve qu'on est passé de il y a 2000 soldats à il y a plus de soldats. On n'a pas dit ça. On a dit si l'on négocie avec ce pouvoir qu'on considère illégitime. D'abord, les mots utilisés, c'est pas négocier, c'est localement des mesures opérationnelles. Donc on voit bien que les mots sont choisis. Après, je ne pense pas que la France soit irréaliste en se disant on va maintenir le même dispositif. Et puis, comme je vous l'ai dit, il y a quand même un débat sur l'utilisation de ce dispositif. La différence avec le scénario catastrophe, c'est que... C'est-à-dire Téhéran. Non, la différence d'abord, c'est que les pays de la zone, en dehors du Burkina et du Mali, sont des pays qui appliquent les sanctions. Sont des pays qui appliquent l'isolation du régime de Niamey. Donc c'est pas la France toute seule, parce que c'est toujours aussi cette idée que la France est toute seule là-bas. Il y a le Nigeria, il y a le Bénin, il y a la Côte d'Ivoire. Alors chacun avec le Sénégal, chacun avec ses complexités. Les Nigérians, ils ont un nord qui est très influent, qui voudrait trouver une solution avec ce Niger qui fait partie de leur sphère culturelle, peut-être. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de banque centrale, il n'y a pas de franc CFA, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de commerce, etc. Et la deuxième réalité, et je pense que franchement, à part enlever sa culotte et à ce moment-là, il n'y a plus rien, c'est qu'il y a un président qui est emprisonné littéralement, que Macron a dit, je lui parle, je le défendrai jusqu'au bout, il retournera au pouvoir. Les chefs de la région ont dit, je lui parle, il retournera au pouvoir. Il est enfermé, maltraité, pas d'électricité, paludisme, pas de nourriture normale, son fils de 22 ans, etc. Et alors on dit non, on s'en va. Non, j'y crois pas. Ou alors on laisse tomber. Donc on va pas l'abandonner à son sort. Non, d'abord, il n'y a pas que la France. Je veux dire, il y a la France et il y a les alliés qui sont dans la zone. D'accord. Mais la France a été très en pointe sur la défense de la légitimité des institutions élues, à commencer par le président. Ziad, ça ne serait pas la première fois que la France renie ses promesses ou passe par pertes et profits. Enfin, je veux dire, dans quelques temps, revenons dans 3 semaines et on verra où on est le sort de Mohamed Bazoum. Si on passe Mohamed Bazoum et le Niger par pertes et profits, il n'y a plus de politique française en Afrique. Et pour un long moment, c'est-à-dire c'est le départ, Non, je crois pas, je pense pas que ce scénario soit jouable. Les mêmes disaient, je pense pas que la France puisse quitter le Niger, et aujourd'hui on dit le réalisme s'impose. Non, encore une fois, j'attends de voir la réalité de ce que dit, sur le terrain, de ce que représente ce retrait. Est-ce qu'il s'agit d'enlever les mirages et de les mettre à Abidjan ou à Dakar ou à Paris ou je sais pas, ou est-ce qu'il s'agit de déplacer 2000 hommes? Alors, il y a les personnels de maintenance. Maintenir une capacité opérationnelle. Oui, le moyen terme, disons le compromis, c'est effectivement éventuellement des matériels et le personnel de maintenance. Oui. C'est-à-dire que ça ferait partir des soldats. Donc on laisserait des soldats désarmés. Non. Alors, officiellement, le matériel en question, ça serait celui qui était spécifiquement dédié à la lutte antiterroriste. Oui. Bien. À partir du moment où vous enlevez aussi le personnel de maintenance, vous pouvez dire, on a enlevé quelques soldats, et puis d'autres restent. D'accord. Bon, on est aussi dans les symboles, ça joue drôlement dans cette affaire. Mais j'aimerais être optimiste comme. Non, mais je suis pas certain. Enfin, ça me vient pas à l'esprit, mais ça serait pas la première fois que la France lâche en race campagne des gens qui ont soutenu, et puis qui ont été, on va dire aussi, une certaine image d'une Afrique nouvelle, parce que c'était ça qu'incarnait Bazoum. Je veux croire que la France sera fidèle.
Encore une fois, la France n'est pas le seul Non, acteur dans cette bien histoire. sûr. Il y a la région autour, il y a les pays autour qui ont aussi un rôle très important. Est-ce abandonner le Sahel aux djihadistes? Parce qu'on a moins depuis l'arrivée au pouvoir de la junte nigérienne. On ne peut pas dire que la région soit pacifiée. Bien au contraire, les attaques se multiplient, notamment dans cette zone des 3 frontières. Ah bah c'est sûr que déjà, le Mali et le Burkina avaient dit on va faire mieux sans les Français. Et les autres d'ailleurs, parce qu'on dit les Français, mais il y avait tout un système opérationnel, plus certaines forces européennes, Nations Unies, MINUSMA, etc. Bon, la réalité, c'est que la situation sécuritaire au Mali et au Burkina est pire aujourd'hui qu'elle était à l'époque des coups d'État et de l'expulsion, ou de la mise en départ de ces troupes étrangères. On voit bien qu'au Niger, où il y avait eu une stabilisation, la situation se dégrade. Donc il y a quand même... Bon, c'est un débat de fond. C'est-à-dire qu'il y a bien un moment où ces pays, s'ils veulent parler de souveraineté, il va bien falloir qu'ils trouvent un moyen militaire d'assumer cette souveraineté par des accords rénovés, etc. Peut-être. Mais en tous les cas, à ce jour, le départ des troupes françaises et autres est plutôt signe d'un rebond d'instabilité, de violence. Il y a eu une attaque meurtrière au Burkina hier, je crois. Donc voilà, et c'est pour ça que c'est une affaire régionale, parce que derrière ces pays, encore une fois, il y a des pays très importants sur la côte. Et le Nigeria n'est pas un petit pays, c'est un grand pays. La Côte d'Ivoire, c'est pas un petit pays. Gauthier Ribinski, la France peut-elle se permettre, y compris pour ses intérêts propres, de quitter aujourd'hui cette zone du Sahel, ou bien va-t-elle chercher une nouvelle terre d'accueil, comme elle l'avait fait avec le Niger? On évoquait hier le Tchad, par exemple. Voilà. D'abord, on n'en est effectivement pas encore là, mais la question du Tchad, elle est compliquée, parce que là, on peut à nouveau mettre la France devant ses contradictions, où là, elle dit, nous n'acceptons pas le putsch, mais la manière dont il y a eu une succession dynastique au Tchad, ah bah oui, ça, on l'accepte. Bon, premièrement. Deuxièmement, l'ambiguïté et surtout la tromperie, c'est quoi? C'est qu'au départ, aussi bien Serval et ensuite Barkhane, c'est avec une opération militaire, on résout tous les problèmes. Il y a cette simili-conscience côté français et cet espoir chez un certain nombre de citoyens des pays africains. Et vous savez bien, au départ, quand le djihadisme baisse vers Bamako et que l'armée française arrête, c'est fantastique. C'est la France règle nos problèmes. Et effectivement, que là, ça n'est pas possible. Alors, les multiples raisons, on en parle souvent, mais elles sont encore plus complexes que la manière dont on peut les décrire. C'est aussi le fait que dans des situations où l'État central africain n'a pas ses prérogatives, Mali, en l'occurrence, c'est maintenant nigérien. Et n'exerce pas ses prérogatives, ou ne souhaite pas les exercer, ou préfère déléguer parfois à des instances locales, eh bien, il y a poussé de ce djihadisme qui lui aussi est ambigu, puisque dans un premier temps, il offre un certain nombre, disons, d'avantages, on va dire, à la population, quitte à se retourner et à être extrêmement brutal. Donc à partir de là, la question du message de la présence de la France, c'est pour faire quoi? Si c'est effectivement occasionnellement de dire stop, il y a une menée djihadiste puissante qui se dirige vers une capitale. Oui, mais sinon, c'est toute la question, vous savez bien, de bâtir une nation ou simplement faire de la police. On en revient finalement à ça, et c'est un cycle. Il y a quelques années, on disait, effectivement, la force militaire seule ne suffit pas, il faut que la France participe peut-être à reconstruire un État failli. Les forces armées maliennes seules n'y parviennent pas. Aujourd'hui, on voit bien le reproche qui est fait à la France, c'est de s'être immiscée dans les affaires intérieures des États, c'est de l'ingérence. Mais tout le monde s'immisce. Je veux dire, c'est plus un dos qu'on a en France. Tout le monde s'immisce. Les Américains. Mais vous êtes d'accord qu'il y a eu cette succession de reproches? Non, il y a eu cette succession de reproches. Barkhane était une opération demandée par le Mali pour sauver le pays. Après, on est rentré dans la complexité. Peut-être il fallait pas faire Serval, peut-être il fallait pas rester, peut-être il fallait les laisser. Mais bon. 2 ans, 3 ans, 5 ans après, on peut effectivement dire qu'il ne fallait pas s'impliquer dans les... Mais par rapport aux politiques, les pays africains doivent construire leur souveraineté, mais ils ne vivent pas dans un vide. Ils ont des partenaires, ils ont la France, ils ont l'Union européenne qui pèse lourd maintenant. Il y a les Russes jouent leurs cartes, les Chinois jouent leurs cartes, etc. Donc de dire que la France est au centre de tout. On n'a pas dit ça. On a dit qu'on avait reproché à la France de n'avoir pas suffisamment contribué au-delà du militaire à aider à construire ou à passer dans les interstices d'un État qu'on disait failli. Aujourd'hui, on leur reproche d'avoir été sans doute trop intervenante.
la France, peut-être, mais c'est pas la vocation de la France de construire le Mali. C'est pas la vocation de la France de construire le Burkina. C'est pas la vocation de la France de construire le Niger. Ces pays doivent se construire d'eux-mêmes et ils doivent jouer sur un nombre multiple d'alliances, etc. Et deuxièmement, la France, elle a peut-être une grande histoire et un beau drapeau, mais elle n'a plus les moyens financiers et humains de financer la construction d'un État. Alors la question qu'on se posait justement, c'était quel peut être le rôle de la France, tout simplement, à partir du moment où effectivement, c'est vrai qu'elle a parfois tendance à se faire comme la grenouille qui voudrait être aussi grosse que le bœuf. Mais on attend d'elle, qu'elle remplisse des missions. Vous disiez de son statut de puissance moyenne, des échecs qu'elle essuie parce qu'elle s'est imaginé des choses ou parce que ses partenaires se sont imaginés des choses sur ses vertus. Qu'est-ce qu'elle fait, la France? C'est ça le sens de la question. C'est pas dire qu'elle est centrale. Justement, c'est compte tenu aussi des influences à la fois russes, chinoises, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui lui reste? Et au fond, la vraie question, c'est est-ce que c'est utile pour la France? Est-ce qu'il y a un sens à cette présence? Si vous voulez être une puissance mondiale, même moyenne, votre présence dans un territoire où on parle le français, avec lequel vous avez des liens historiques, complexes, difficiles, vous avez intérêt à y être. Et vous avez intérêt à y cultiver du business, des relations culturelles, des amitiés diplomatiques. Mais la France en Afrique, c'est pas que ces 3 pays du Sahel. C'est les pays du Golfe, c'est les pays d'Afrique centrale, mais c'est aussi l'Éthiopie maintenant, c'est aussi le Kenya. William Ruto adore la France adore William Ruto. On va faire plein d'affaires avec eux, on va leur je sais pas pourquoi, etc. Ouais. L'Afrique du Sud compte, etc. Le Nigeria compte. Le président Tinubu adore Paris. Il est en week-end, où j'exagère un peu, mais il est en séjour parisien. En permanence. Mais quelle est la vraie force d'attraction de la France au-delà, j'allais dire, du people et de l'anecdotique? On est quand même, il ne faut pas basculer d'un excès à un autre, c'est quand même le 5e ou la 6e économie du monde. C'est un des pays centrales de l'Union européenne. L'Afrique est la frontière sud de l'Union européenne et de la France. Est-ce que pour la France, il y a autre chose à faire que du business, ou bien est-ce que c'est effectivement comme les autres? C'est ça finalement la question aussi que se pose la France. C'est est-ce qu'il y a un message? Parce que Bastien Renaud, il nous attend, lui, à Nairobi. D'accord. Non, c'est peut-être un peu trop grandiloquent, mais est-ce que la France a autre chose à faire, par exemple au Sahel, que de dire, eh bien oui, il faut être présent parce que nous sommes la 5e ou la 6e puissance du monde? Il faut être présent parce qu'on a des intérêts à long terme, mais qui ne sont pas forcément des intérêts romantiques, etc. Et d'ailleurs, ça a été dit 25 fois par le président Macron qui veut rénover la politique africaine de la France en la rendant réaliste. Bon, pour le moment, c'est pas spectaculaire, mais ça prend un peu de temps aussi de changer le bateau. Et l'Afrique, justement, qui affirme sa préoccupation pour la planète à l'occasion d'un premier sommet du continent consacré à la question climatique. Les pays mettent le cap sur les énergies renouvelables, mais appellent pour ce faire à une contribution des États développés. On va aller directement à Nairobi pour France 24, rejoindre Bastien Renouille sur place qui a assisté à ce sommet. On affiche un bilan satisfait à l'issue de cette rencontre. Absolument, oui. Il n'y avait qu'à voir le visage de William Ruto, le président kényan, lorsqu'il a fait l'annonce, expliquant que la déclaration de Nairobi était adoptée par l'ensemble des chefs d'État présents au sommet à l'unanimité, par acclamation. Il avait un grand sourire et affichait vraiment sa satisfaction. Tous les chefs d'État, une trentaine de chefs d'État et de chefs de gouvernement qui sont succédés à la tribune au cours des 3 derniers jours, l'ont affirmé. Il faut une Afrique unie, il faut une Afrique qui parle d'une seule et même voix. Et cela a visiblement fonctionné, puisque malgré des dissensions au début du sommet, la déclaration de Nairobi a été adoptée. Alors l'objectif, c'est quoi? Eh bien, c'est que toute l'Afrique puisse négocier ensemble lors des grandes réunions internationales, des COP notamment, pour pouvoir permettre plus de financement pour développer ces énergies renouvelables, pour développer une agriculture plus verte. Donc bien évidemment, tous les chefs d'État présents s'en sont félicités, les organisations internationales aussi, l'ONU qui était représentée se félicitait aussi de l'adoption de cette déclaration de Nairobi. En revanche, il y a certaines organisations qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le président Ruto, avec tous les applaudissements qu'il y a pu avoir à l'issue de la cérémonie. Les organisations de défense. Problème de liaison avec Bastien Renouille. Ah oui, on n'entend plus Bastien Renouille. On a perdu Bastien. En tout cas, on peut le dire, le Kenya, avec son objectif de 100% d'énergie renouvelable à horizon 2030, faisait bel et bien office d'exemple. Et donc, c'est aussi une des raisons qui en faisait le pays hôte de cette réunion. On peut électrifier l'Afrique aux énergies renouvelables, parce qu'on sait que l'électrification du continent, c'est le défi. Ziad Limam. Non, mais c'est... Et ça n'a pas été aussi simple, Nairobi.
lundi soir, ça a failli partir en vrille complet. Il y a des pays qui ont dit moi, j'ai pas signé pour ce texte. Il y a des pays qui disent moi, je veux bien le renouvelable, mais c'est pas avec ça que je vais transformer mon économie. Et pourquoi et comment vais-je payer pour le renouvelable? Il y a des pays qui ont dit il faut valoriser notre apport, celui du bassin, les particuliers, les pays du bassin du Congo, en disant mais nous, on apporte une décarbonation au monde, c'est comme si on n'existait pas. Il y a des pays qui ont dit il faut tenir compte de l'économie bleue. Et donc, il y a eu une grosse bagarre. Il y a des pays qui ont dit si vous amenez des consultants américains pour monter un sommet, effectivement, on va avoir une tonalité très américaine. Développement, voilà, tout ce monde merveilleux du développement durable et de la croissance verte qui est financé par je ne sais qui. Donc, ça a été pas simple. Et puis, j'irais même plus loin. Oui, l'Afrique, c'est bien qu'elle parle d'une voix, mais l'Afrique, c'est plus d'1 milliard d'habitants, c'est 54 pays, c'est des intérêts divergents. Et quand ils vont se retrouver dans l'enfer d'une COP 28 à Dubaï dans quelques mois, où le point clé, ça sera les énergies carbone, la guerre va être terrifiante. Juste un point. Il y a des pays qui produisent du gaz et du pétrole. Il y a des pays qui vont en produire du gaz et du pétrole. Et on leur dit aujourd'hui, eh ben non, vous n'allez pas le faire. On va dire à la Mauritanie, vous n'allez pas produire de gaz. On va dire au Sénégal, non, votre pétrole, votre gaz, non. À la Côte d'Ivoire, non. Au Mozambique, non. Sans les mécanismes de compensation qu'on a ici en Europe. Oui, mais eux, ils vous disent, moi, je vais produire mon gaz et mon pétrole pour pouvoir financer éventuellement un développement durable en faisant justement cette mutation. Et puis, ce qui a beaucoup agité à Nairobi, c'est la question de la justice. C'est pas un débat qu'on peut extraire et envoyer balader en disant ça n'existe plus, on va mettre des panneaux solaires partout. La justice climatique, ça veut dire quand même que nous, Européens, Américains, Chinois, Indiens, on a flingué la planète durablement. Pour notre propre croissance. Et que ça, à un moment, il faut bien que ça s'équilibre. Et édifiant d'ailleurs, un G20 qui doit avoir lieu ce week-end, sans la Chine, sans la Russie, un G20 en Inde sur ces questions climatiques. Et avec justement. Un Biden qui a peut-être ou pas le Covid. Ce qui est quand même aussi la touche finale du moment. Mais ça en dit long quand même, en tout cas, voilà, sur le désintérêt des grandes puissances qu'on voyait au BRICS il n'y a pas si longtemps affirmer justement une ambition pour la planète et notamment pour l'Afrique. Gauthier Ribinski. Oui, non, tout ce que vient de dire Ziad est parfaitement compréhensible et exact. Ce qui m'a quand même frappé, c'est qu'on arrive avec cette conclusion du sommet à, malgré tout, la compréhension et l'idée que le développement et la lutte contre le dérèglement climatique, qui ont souvent été opposés, non seulement par des chefs d'État africains, mais aussi par des spécialistes. Bon, le mea culpa que vous faites sur la manière dont nous avons empoisonné la planète, il est parfaitement justifié. Mais il a été aussi, à une époque, une excuse pour dire n'embêtons pas, et vous savez à quel mot je pense sinon, n'embêtons pas les Africains, ils n'y sont pour rien. Et c'est vrai. Et là, pourtant, vous avez, moi c'est ça qui m'importe, c'est l'idée que... bien en prenant le temps en marche, on peut éviter de répéter des erreurs du passé, quoi, c'est ça. Oui, et puis tout à fait. Et puis surtout, l'idée que même si l'Afrique est victime dans cette affaire, et c'est très clair, elle est victime parce qu'elle émet très peu, et elle reçoit 4% des émissions, et elle reçoit par contre beaucoup de substances nocives. Malgré tout, il y a l'idée de passer, non pas outre cela, mais de dire oui, le développement peut être compatible avec cette lutte contre le dérèglement climatique, avec des disparités, avec le problème des richesses des États et des autres, des uns et des autres, mais ça n'est plus totalement antinomique, et je dirais qu'il y a plus non plus, enfin un peu moins, cette attitude africaine qui consistait à dire, écoutez, ça suffit, ça c'est votre responsabilité. Oui, ça a changé. Nous, on n'y peut rien et ça ne nous préoccupe pas. Là, c'est quelque chose d'intéressant, ça les préoccupe et c'est normal parce que c'est un problème pour la planète en entier. À condition que les pays développés donnent l'exemple et accomplissent leur engagement qu'ils avaient pris, non pas pour aujourd'hui, pour 2020, les 100 milliards par an de financement climatique. Il y a aussi de la part des pays développés, ce fameux contexte, la guerre froide. Est-ce que l'invasion russe de l'Ukraine ne vient pas entraver aujourd'hui tous les efforts en matière de lutte contre le climat? Ziad Imam, encore une fois, l'absence de la Russie au G20, c'est quand même emblématique. Franchement, que ça occupe les états-majors diplomatiques, militaires, etc., oui, mais je ne pense pas que c'est un impact foudroyant sur le changement, sur ce qui se passe en termes de changement climatique. Y compris en tant que facteur de dissension, dans la capacité à créer des... Oui, parce qu'il peut-être il y a des pays, mais... des coalitions, comme on dit. Oui, mais c'est trop petit par rapport à l'énormité du danger. Oui. Un pays africain peut dire, ah bah oui, tiens, je vais pas m'aligner, je vais m'aligner sur Moscou, mais
quand il pleut trop, ou quand c'est désertique, ou quand c'est la sécheresse, ou quand ça, vous êtes embarqué dans un même bateau. Et c'est là-dessus que je pense que tu as raison. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement, il y a eu une prise de conscience à cause du fait qu'on est directement impacté en Afrique. Mais la question du financement est clé. Et ça fait des années qu'on les balade en leur disant 100 milliards, 17 milliards, 35 milliards, 25 milliards, etc. Et que ce financement n'arrive pas. Alors, il ne se traduit pas par des projets. Alors, il y a des contre-exemples. Le Kenya, oui, le Kenya a réussi à pousser une industrie d'énergie renouvelable assez notable. Mais le Maroc aussi. Il y a des tas de pays qui ont fait des progrès. Mais ce n'est pas ça qui va inverser durablement la tendance. Et puis, il y a des enjeux, j'allais dire, systémiques. Les côtes en Afrique, il y a des villes menacées aujourd'hui. Une ville comme Lagos est une ville menacée, comme l'est Jakarta. Une ville comme Cotonou est une ville menacée. Une ville comme Abidjan est une ville menacée par la montée des eaux. Et donc ça, c'est pas 100 millions de déplacer du monde, de restructurer. Que ça, c'est un enjeu phénoménal. Sans argent, tout ça, c'est des bons mots. Des bons mots. Gauthier et Rémissi, il va falloir évidemment que désormais on ajuste, mais ça crée une pression quand même, ce qu'on vient de voir. Au même titre qu'on a dit que voilà, le sommet des BRICS, il y a une dizaine de jours, a créé une pression sur les Occidentaux. Là, on voit une pression des États africains sur cette question du climat. Je ne mettrai pas les deux sur le même plan, parce que je crois quand même que dans les BRICS, pour les États les plus importants, primordiaux des BRICS, il y a une dimension idéologique de combat qu'il y a moins là, justement. C'est peut-être le progrès, et c'est peut-être la pression vertueuse dont vous parlez, c'est-à-dire, vous voyez, nous, on essaye justement, malgré les différences de situation, malgré les urgences pour certains, malgré les richesses... on essaie d'être le continent des solutions. On essaye exactement d'être le continent des solutions et de proposer quelque chose. À vous d'être... c'est-à-dire à nous, d'être à la hauteur de la manière dont nous comportons, c'est-à-dire une manière adulte. Merci Gauthier, ce sera le mot de la fin. Merci Ziad Limam, c'était On va plus loin. On se retrouve dans 3 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct.